Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Dans quelques heures, le projet de budget exercice 2016 sera transmis à l'Assemblée nationale. Que contient exactement ce budget légèrement inférieur à celui de 2015? C'est le sujet qui nous réunit ce soir et pour en parler, nous avons avec nous le ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors justement, pour m'accompagner au cours de cet entretien, j'ai en plateau avec moi également deux de mes confrères, Ricardo Pécou de ORTB BB24 et Roméo Alitano de Golf Télévision. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors monsieur le ministre, je le disais tantôt, nous allons bien évidemment parler de ce budget de la loi des finances exercice 2016. Mais avant cela, il y a eu, nous sommes aujourd'hui le lundi 5 octobre 2015, et il y a eu finalement la rentrée des classes avec beaucoup de craintes quand même. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des craintes au sujet de la rentrée scolaire? Merci beaucoup, chers amis. Je voudrais d'abord, avant de commencer par répondre à cette question, rectifier les données que vous avez affichées tout à l'heure évoquées sur le budget. Le projet de budget 2016 qui est en route vers le Parlement n'est pas inférieur en montant par rapport à celui de 2015. Il est plutôt en accroissement. Jusqu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas encore en train de parler du budget. Je voudrais dire que pour ce qui concerne la rentrée scolaire, parents d'élèves, gouvernants, et puis consommateurs des produits de l'éducation que nous sommes en général, nous devons pouvoir remercier Dieu. Parce que comme vous le savez, l'éducation et l'école en général, c'est le commencement et la fin de tout en matière de développement d'une nation. Et c'est le moment de saluer non seulement le gouvernement, mais aussi les efforts des partenaires sociaux et de l'ensemble des acteurs de l'éducation qui, en général, se sont accordés sur la logique selon laquelle il faut tout faire pour que notre école ne souffre pas de perturbations pour ce démarrage. Nous venons de constater que l'école a réellement repris. Et ça, c'est le fruit du travail qui a été fait en amont par le gouvernement et les partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs de l'éducation. Et je voudrais par ici vous confirmer que lors de ce processus qui a consisté en un dialogue inclusif entre le gouvernement et les acteurs du monde de l'éducation, un certain nombre d'engagements ont été mutuellement pris. Pour ce qui concerne le gouvernement, tous les engagements qui ont été pris sont respectés, sinon qu'ils sont en train d'être respectés. Il y a deux catégories d'engagements majeurs qui ont été pris par le gouvernement. Le premier, c'est de pouvoir payer à titre transitoire une prime forfaitaire de 10 000 francs par enseignant à partir du mois de septembre, ce qui est effectif, c'est payé à tous les enseignants. Est-ce que tous les enseignants ont reçu cette prime sur le territoire? Puisque c'est indexé sur les salaires, vous savez, le Bénin est un pays qui ne souffre pas de paiement de salaire. Ça a été systématiquement payé sur les salaires de septembre. Le deuxième engagement, c'est la nécessité de faire en sorte que, une fois que nous avons trouvé ce mécanisme transitoire de paiement de 10 000 francs par enseignant, que nous puissions aller au niveau de chaque ordre d'enseignement, mis à part l'enseignement supérieur qui a déjà ses statuts particuliers, vers l'élaboration de statuts particuliers pour les enseignants. Je crois que les ministères sectoriels et les différents ministères concernés par cette question-là ont fait un travail qui est venu à l'analyse du gouvernement. Vous savez, l'école, c'est aussi des engagements anciens, tels que par exemple les primes de rentrée et consorts. Je peux vous dire qu'à ce niveau aussi, depuis bientôt une semaine, nous sommes en train de faire face à cela. À la date d'aujourd'hui, nous avons quasiment payé la totalité, ce qui se lève à un montant plus ou moins supérieur à 10 milliards de francs CFA. Les chiffres que j'ai reçus ce matin, nous étions déjà autour de 9 milliards 800 millions de francs CFA. Il restait encore quelques virements qui devraient être faits. Donc, au titre des primes de rentrée pour les enseignants, c'est une bagatelle somme de près de plus de 10 milliards que l'État a payé. Et ce n'est pas terminé. Je viens de vous le dire, nous devons tous accorder une importance à l'éducation. Nous tous, nous sommes des produits de l'éducation. Et l'éducation, c'est l'éducation qui produit les facteurs de développement que sont les hommes, les ressources humaines. Et je crois que de 2006 jusqu'à aujourd'hui, le président Boni Yayi a pu donner à l'éducation toute sa valeur et toute sa lettre de noblesse. Mais je voudrais profiter pour évacuer une question. Est-ce que le gouvernement n'est pas prêt à faire autre chose pour les enseignants? Je crois que les enseignants sont des responsables. Et leur rôle n'est pas de faire tous les jours que Dieu fait des revendications. Ce qui est plus important, c'est de donner aux enseignants un statut particulier. Et je crois que lorsque nous allons y arriver, on aura réglé significativement des problèmes que traînent les enseignants depuis que l'école est née au Bénin. À mon avis, ce serait déjà un pas très important qui vient s'ajouter du moins à toutes les actions importantes que le gouvernement du président Boni Yayi a eu à mener à l'endroit des enseignants depuis 2006. Je viens de vous le dire, 120 milliards de francs CFA en termes d'incidence financière, c'est à peu près le tiers de l'ensemble, sinon même plus que le tiers de l'ensemble de la masse salariale
de tous les fonctionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants constituent la couche la plus importante. Quand je dis 120 milliards de francs CFA, ce n'est pas que par rapport à l'effectif. C'est vrai que l'effectif a augmenté. Mais il est important de noter aussi qu'au niveau individuel, les éléments de rémunération ont été significativement améliorés. Cela ne veut pas dire qu'on est déjà à la destination. C'est un voyage. Tant que toute la nation va se mettre au travail, continuer de se mettre au travail pour que nous produisions davantage de la richesse, cette richesse continuera à être répartie. Ça dit, Monsieur le ministre, que les enseignants peuvent continuer à espérer les 1,5 qui, d'après eux, pourraient déterminer l'atmosphère qui va prévaloir au cours de cette année scolaire 2015-2016. Qu'est-ce que vous appelez 1,5? Qu'est-ce que vous appelez statut particulier? Le statut particulier vient régler globalement toutes ces questions. Dès qu'on a adopté le statut particulier, il n'y a plus question de 1,5, il n'y a plus question de 1,25 parce que le statut particulier prend déjà globalement tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire statut particulier? Ça veut dire que à partir du moment où nous optons pour l'adoption de statut particulier pour les enseignants, nous faisons du corps enseignant tout ordre confondu, puisque l'enseignement supérieur a déjà son statut particulier, un corps particulier, comme par exemple le corps des magistrats, d'autres corps qui ont leur statut particulier. Et donc les enseignants ont désormais un cadre organique, un cadre bien régulier dans lequel ils évoluent, qui définit non seulement la catégorisation de ce que c'est que le métier d'enseignant, qui définit comment, dans chaque catégorie, un enseignant évolue, et comment, au fur et à mesure qu'un enseignant évolue, les éléments de rémunération évoluent et les annexes à ces éléments de rémunération. Je crois que c'est une innovation. Il faut saluer l'ensemble des acteurs et pouvoir louer la disponibilité du gouvernement qui pense que les enseignants qui nous ont tout donné, il faut pouvoir leur retourner l'ascenseur à un moment donné. Donc, d'ores et déjà, Monsieur le ministre d'État, on peut présumer d'une année apaisée? C'est le souhait du gouvernement et c'est pour cela que le gouvernement donne le meilleur de lui-même pour qu'il n'y ait pas de questions en instance. Moi, je crois qu'en l'état actuel des choses, il n'y a plus de raison fondamentale qui puisse amener les enseignants à faire le débrayage. On va quitter le terrain des revendications, mais toujours rester dans le monde éducatif pour parler rapidement d'un autre sujet. On a constaté en fin d'année passée, l'année scolaire passée, les taux d'échec catastrophiques qu'on a eu aux différents examens. Beaucoup disent aujourd'hui que l'école béninoise est en déclin. Que faut-il faire aujourd'hui pour rehausser l'image de l'école béninoise? Je voudrais simplement vous dire que j'ai à vous parler essentiellement des questions d'aspect budgétaire de l'école. Les questions techniques et consorts, les ministres compétents pourront vous les donner. Mais ce que je peux vous dire est simple. Quand on parle de qualité ou de non-qualité, c'est un problème, sinon un défi de tous les acteurs. Il y a le gouvernement, il y a les enseignants. Si nous pouvons travailler à éviter que nos enfants soient soumis à des grèves intempestives, si nous pouvons travailler à ce qu'il y ait plus d'assiduité au niveau de l'encadrement des enfants, si nous, parents à la maison, nous pouvons travailler à amener les enfants à s'accrocher beaucoup plus à leur éducation, pendant qu'ils sont encore élèves, plutôt que de se divertir à autre chose, on aurait ainsi concouru à faire en sorte qu'il y ait de la qualité au niveau de notre enseignement. Cela, je crois que les ministres compétents passeront et vous donneront plus de... D'accord. Merci, Monsieur le Président. On va progresser dans ce débat et aborder justement la question principale, c'est-à-dire la loi des finances 2016. Je me suis permis d'avancer des chiffres tout à l'heure. Vous m'avez corrigé. Je vais me permettre également d'avancer encore à nouveau d'autres chiffres. Il est attendu un taux de croissance, je crois, si c'est bien cela, de 5,8%. Comment atteindre justement ce taux de croissance ? Bien évidemment, comme vous êtes en train de le dire, nous avons finalisé le projet de budget de 2016 et le projet de loi des finances est en cours de finalisation au niveau du secrétariat général du gouvernement pour être transmis à l'Assemblée nationale. Ce budget a été élaboré dans un contexte économique prévisionnel caractérisé par un taux de croissance de 5,8%, donc à peu près 6%. Après, des taux de croissance respectivement de 6,9 et 6,5% pour les 2 années antérieures, selon les nouveaux comptes, sur la base du rebasage de nos comptes nationaux auxquels nous avons procédé récemment pour tenir compte de la nomenclature actuelle des activités qui animent l'économie béninoise. Comme vous le constatez, nous prévoyons, sinon nous postulons un taux de croissance qui n'est pas trop loin de 6% pour 2016. Un taux de croissance de 5,6%, sensiblement égal à 6%, 5,8% sensiblement égal à 6%,
dans un contexte plus ou moins particulier. Et ce contexte-là, c'est d'abord au niveau national la série d'élections que nous sommes en train de traverser et qui, sur le plan économique, n'est pas sans répercussion. Les périodes électorales, en général, constituent des périodes d'attentisme. Et comme vous le savez, 2016, c'est l'élection présidentielle. Ouais. Ce qui suppose que du 1er janvier au 31 mai, tout au moins en 2016 au Bénin, il y aura un ralentissement de l'activité économique. Parce que généralement, ceux qui importent n'attendront que la fin des élections pour faire les commandes. Et donc, ce n'est que vers la fin du mois de mai que peut-être les premières commandes commenceront par arriver. Ça veut dire que nous allons connaître une période d'attentisme économique sur une bonne période. Est-ce que c'est parce que la plupart des cadres dans le ministère également sont en campagne? Non. Là, moi, je suis en train d'abord de vous parler des éléments objectifs sur la base desquels on peut analyser une économie. Ça, c'est au niveau national. Mais au niveau régional, il ne faut pas occulter l'importance du Nigeria sur l'économie béninoise. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le Nigeria est frappé par deux crises majeures. C'est la crise du dollar et la crise de la chute des cours du pétrole à l'échelle internationale. Tout ça a des répercussions sur le Bénin. Reste à savoir si le Bénin profite réellement du Nigeria. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Si vous avez besoin qu'on vous développe cela, on le fera. Je vous poserai simplement la question de savoir qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur béninois pour que le Bénin profite. Quand on dit le Bénin profite, ce n'est pas que l'action du gouvernement seul. Donc laissez-moi aller pour que vous puissiez comprendre comment nous pouvons apprécier la croissance de 5,8 au 31 décembre 2016. Mais au niveau international aussi, il y a la crise de l'euro. Alors, lorsque vous prenez ces trois facteurs, le contexte national, le contexte régional, caractérisé par l'influence du Nigeria sur l'économie béninoise, et le Nigeria qui est frappé par la crise du dollar, la crise de la chute des coûts de pétrole, et la crise de l'euro à l'échelle internationale, et que nous arrivons à garder la croissance autour d'un taux qui avoisine les 6%, ça veut dire véritablement que nous avons une croissance résiliente. C'est-à-dire une croissance qui résiste au choc extérieur. Et qu'est-ce que cela permet de tirer comme conclusion? Ça veut dire que nous avons encore des potentialités économiques qui sont importantes et que nous pouvons optimiser à la mesure de la diversification des actions, des activités économiques suite aux actions de transformation structurelle qui sont vraiment en cours. Beaucoup de pays, même les pays développés, n'arrivent pas à afficher cette résilience-là. Je vous dirais aussi également qu'en dehors du taux de croissance, le taux d'inflation va être maîtrisé à un niveau d'environ 1,2%, alors que la norme pour l'espace UEMOA est de 3%. Et donc, véritablement, nous avons un fort taux de croissance, une croissance véritablement résiliente, malgré le contexte, dans un contexte d'inflation maîtrisée. Ça veut dire globalement que les gros indicateurs macroéconomiques qui permettent d'apprécier la stabilité du cadre macroéconomique sont bien évidemment au rendez-vous. Vous semblez vous réjouir, Monsieur le ministre d'État, de ce bond-là, de cette forte croissance, je dirais, mais dans le panier de la ménagère, on ne sent toujours pas, je dirais, les effets de cela. On continue de se plaindre. Bien évidemment, vous savez, la croissance, pour qu'elle soit profitable, il faut qu'elle puisse avoir deux caractéristiques majeures. Elle doit être résiliente, c'est-à-dire résister au choc. Elle doit être inclusive. J'ai été particulièrement intéressé par un dernier rapport de la Banque mondiale qui a révélé que pour la première fois dans l'histoire du monde, nous sommes passés, d'accord, à un seuil, c'est-à-dire en dessous de 10%. Pour la première fois au monde, on est passé de 900 millions de personnes vivant sous le seuil de l'extrême pauvreté à 700 millions de francs CFA. Et ce seuil-là a été révisé à 1,90 $, je crois bien. Particulièrement en Afrique, il y a 43% de ce nombre qui est concerné par l'Afrique. Et ce même rapport suggère que l'élasticité de la pauvreté par rapport à la croissance, c'est-à-dire que comment la pauvreté, au fur et à mesure que la croissance évolue, quelle est la répercussion que ça a sur la pauvreté? C'est ça l'élasticité de la croissance, de la pauvreté par rapport à la croissance, que c'est un peu faible. Cela suppose que quoi? Cela suppose véritablement qu'il y a beaucoup d'actions qui se mènent en Afrique, non seulement pour booster l'économie, mais pour que l'économie puisse avoir une répercussion, la croissance puisse avoir une répercussion sur la lutte contre la pauvreté de façon concrète, il faut revisiter les actions. Ça, c'est de façon globale dans le contexte africain. Mais quand je prends le contexte béninois, je vous dirais que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup d'autres efforts à faire. Mais le Bénin a un modèle social
fortement apprécié à l'international. Un modèle social qui touche de façon concrète les conditions de vie de nos populations. Parce que vous devez comprendre, il n'y a jamais au monde un modèle qui puisse cibler les 100% de ceux qui en ont besoin. Et comme je vous l'ai dit... Ça veut dire que les gens vont demeurer pauvres, monsieur le ministre. Il ne peut pas ne pas avoir de pauvres dans un pays. L'appréciation qu'on doit faire d'un gouvernement, c'est qu'est-ce que le gouvernement fait pour réduire tous les jours que Dieu fait, le nombre de pauvres jusqu'à l'éradiquer un jour. Donc il n'y aura jamais un instant T où vous allez rentrer dans Cotonou et vous verrez tout le monde en train de sourire pour dire on est bien lotis. Il y aura toujours des gens qui vont être bien lotis. Et comme je vous le dis aussi, le partage de la prospérité, ce n'est pas comme une cantine scolaire où on va prendre son plat et on va tendre. Le partage de la prospérité s'opère à travers des mécanismes précis. Et je ne manquerai pas de vous le dire. Pour pouvoir profiter de la prospérité, il faut que vous soyez précisément à un canal par lequel la prospérité se distribue. Je viens de vous parler du modèle social béninois. Vous savez les actions à travers lesquelles ça se manifeste. Je vous prends la césarienne gratuite. C'est l'une des actions majeures du modèle social béninois. Quand vous n'avez pas une femme enceinte pour se faire césariser, vous n'allez pas profiter de ça. Je vous prends la gratuité de la scolarisation au primaire. C'est l'une des actions majeures du modèle social béninois. Les gens en profitent, oui ou non. Vous savez payer même 1000 francs de contribution à un enfant pour un pauvre paysan de ce mois, lorsqu'on le dispense de ça, ce que 1000 francs peut faire dans un village, c'est très important. Vous ne pouvez pas mesurer ça. Quand vous n'avez pas votre enfant à l'école, vous ne pouvez pas profiter de ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la prospérité, pour profiter de son partage, il faut nécessairement être dans l'un des canaux par lesquels elle se distribue. Voilà comment il faut apprécier. Mais retenez que, quel que soit le type de dirigeant que nous aurons, excusez-moi que les croyants que nous sommes, vous m'excusiez, même si Jésus-Christ devient président d'une république et que Mahomet devenait président d'une république un jour, vous n'aurez jamais un monde parfait où tout le monde sera riche, où tout le monde va atteindre le niveau de pauvreté. On aura toujours des pauvres. Mais c'est qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir réduire ce nombre-là et pouvoir les éliminer définitivement. C'est ça la chose la plus importante. Monsieur le ministre, un taux de croissance que vous dites va atteindre les 5,8% avec un budget qui est en hausse de 15%. Dites-nous quels sont déjà les grands axes consacrés à ce budget-là. Apparemment, vous avez vos chiffres ailleurs. Le budget est en hausse de 3%. 3%. Ce serait vraiment pas trop sérieux pour un gouvernement qui élabore un budget dans les contextes que je viens de décrire et qui inscrivent ce budget-là dans un accroissement de 5%. Nous avons fait des prévisions très raisonnables avec un accroissement de 3% au plus pour le budget parce que nous savons que 2016 va être d'abord une année d'attentisme économique. Ça, c'est important. Globalement, le budget général de l'État pour l'année 2016 tire son essence des orientations de politique économique du gouvernement qui se basent essentiellement sur le développement de l'initiative privée et de l'entrepreneuriat. Et pour élaborer ce budget, nous avons ciblé un certain nombre d'axes majeurs. Lesquels déjà? Ces axes, c'est d'abord, dans un premier moment, toutes les actions et toutes les interventions qui permettent de pouvoir cibler avec précision le financement de la transition des OMD vers les ODD. Et tout ça, pour l'apprécier, il ne suffit que de rentrer dans les différents programmes qu'élaborent les ministères sectoriels. Au niveau de l'arbitrage, nous y veillons énormément. Le budget 2016 aussi, comme les autres budgets antérieurs, c'est un budget des infrastructures. Comme vous le savez, rares sont ces pays qui arrivent à avoir des croissances de niveau que nous affichons. Même au niveau mondial, vous avez des pays industrialisés aujourd'hui qui tutoient des taux de croissance de 0%. Et quand ils font 0,0 quelque chose un jour, c'est comme une performance extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les potentialités de croissance en Afrique et particulièrement au Bénin sont encore très fortes. Et pour pouvoir les optimiser, pouvoir attirer vers soi et planifier le développement de façon durable, il faut pouvoir faire des investissements bien éclairés et structurants. Ces investissements structurants, nous les ciblons à travers plusieurs domaines. C'est d'abord les infrastructures routières. C'est aussi l'énergie. Parce que l'énergie, c'est l'essentiel. Ce n'est pas qu'au Bénin. Vous avez des pays producteurs de l'énergie qui sont en délestage au moins 8 heures par jour. Donc ce n'est pas qu'au Bénin. Malheureusement, nous sommes au Bénin où nous pensons que tout est mauvais. Ce n'est pas qu'au Bénin. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, le gouvernement travaille
pour qu'à terme, nous puissions doter le Bénin d'infrastructures énergétiques qui puissent nous garantir l'autonomie énergétique. Les infrastructures également dans le domaine des télécommunications. Les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus smart pour pouvoir booster la croissance. Et plusieurs études au monde révèlent que lorsque nous arrivons à atteindre un taux d'accès de 10% en matière de haut débit, son impact sur la croissance tourne autour de 1 à 3%. Donc c'est très important pour nous. Par la suite, ce sont les infrastructures dans le domaine agricole. Donc globalement, c'est un budget qui est orienté vers les infrastructures. Mais si vous avez lu le montant du budget, vous allez me dire, mais comment avec 1552 milliards de francs CFA, vous pouvez faire tout ça? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. L'un des axes que nous avons identifiés aussi et qui sont qui est un axe très important, ce sont les secteurs sociaux. Je viens de vous parler de l'éducation, je viens de vous parler de la santé. Et au niveau de la santé, nous devons renforcer tout ce qui est déjà en cours, notamment ce qui permet aux couches les plus défavorables de pouvoir accéder à des soins de santé. Globalement, nous avons fait un budget paramétré de sorte à ce que les différentes inscriptions budgétaires qui sont faites non seulement permettent de financer des actions concrètes, mais puissent permettre aussi de facteurs catalytiques. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur le partenariat public-privé. Faire en sorte que les investissements que l'État fait soient de nature à créer l'environnement qu'il faut pour attirer les investissements, non seulement directs étrangers, mais les investissements des privés. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'énergie. Nous avons la chance d'avoir ici au Bénin le WAP, qui est la plateforme qui permet de centraliser toute l'énergie produite et de pouvoir répartir ça. Ça veut dire que là où vous êtes, vous pouvez demain installer une capacité de production de l'énergie et pouvoir commercialiser ça pour peu que l'État vous mette en place les conditions nécessaires. Alors, Monsieur le ministre, vous nous parlez des différences sur ce budget, vous parlez de l'énergie, des télécoms, de l'agriculture, de la santé également. Ce sont les mêmes secteurs, les mêmes priorités des gouvernements qui ont succédé depuis, mais vous en parlez comme si c'était quelque chose véritablement de nouveau. Rien de nouveau n'a été fait. Qu'est-ce que vous appelez rien de nouveau n'a été fait? Je viens de vous indiquer. Parlez-moi. Alors, parlez-moi. Non, dites-moi vous.